Bonjour, on est rendu au cours 15. Alors aujourd'hui, on va parler de l'énergie. En fait, on va dédier 2 cours à ce concept-là, mais le cours d'aujourd'hui, on va introduire toutes les équations, puis le cours 16, ça va être le même sujet, mais des exercices, des exemples. Alors, l'énergie, on a déjà un petit peu abordé ce que c'est quand on a parlé du travail, parce que le travail se calcule en joules, et les joules, c'est les unités de l'énergie. Le travail, ça représentait, quand on calcule le travail pour une force, c'est l'énergie que va fournir la force pour aider un déplacement si le travail est positif, ou encore c'est l'énergie que la force va soustraire à l'objet pendant le déplacement, donc nuire au déplacement lorsque c'est une valeur négative. On va commencer par parler de l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, c'est une énergie qu'un corps possède lorsqu'il a une vitesse. On voit ici le symbole, ça va être E majuscule pour énergie, K pour cinétique. Pensez au frottement cinétique, c'était aussi un K. Donc, l'énergie cinétique, ça se calcule toujours comme une demi fois la masse en kilogrammes fois le carré de la vitesse en mètres par seconde. Ça va nous donner des joules. Ça va nous donner la quantité d'énergie qui est présente dans un objet lorsqu'il a une vitesse. Il y a un lien entre l'énergie cinétique qu'on vient juste de voir puis le travail total fait sur un objet. Quand je parle du travail total, c'est, par exemple, si on regarde le déplacement d'un objet sur 2 mètres, bien, le travail total, c'est le travail de chacune des forces qui agissent sur l'objet pendant ce déplacement de 2 mètres-là. Fait que si on a 3 forces, le travail total, ça va être le travail, on calcule le travail fait par chacune des 3 forces, puis on l'additionne. Donc, le travail total, c'est équivalent, ça nous donne la variation de l'énergie cinétique. Parce que, dans le fond, pensez-y, là, si le travail total est positif, ça va favoriser le mouvement d'un objet. Donc, ça va venir fournir de l'énergie pour que l'objet augmente sa vitesse. Puis au contraire, si le travail est négatif, ça va prélever de l'énergie, donc l'objet va ralentir. Et si le travail total est zéro, bien là, l'énergie cinétique ne variera pas, donc la vitesse va rester constante. Ici, j'ai réécrit en dessous une façon un peu plus pratique d'écrire l'équation. Parce que le travail total, dans le fond, si c'est la variation d'énergie cinétique, ça veut dire que c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale pendant le déplacement. OK? Donc, je l'ai écrit comme ça. Vous pouvez l'utiliser comme ceci si vous préférez. On va maintenant parler de 2 autres formes d'énergie. Alors, les 2 sont des types d'énergie qu'on appelle potentielle. Le mot potentiel, là, quand on qualifie une énergie de potentiel, c'est qu'elle peut s'emmagasiner dans l'objet. On va voir 2 types d'énergie potentielle. Le premier, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, symbole EPG. Les 2 énergies potentielles, c'est EP quelque chose. OK? Donc, EPG pour énergie potentielle gravitationnelle, ça va être une énergie qui est présente lorsqu'un objet a une hauteur. Donc, la hauteur fait en sorte qu'on a le potentiel de faire un mouvement. Par exemple, si j'ai une balle dans les mains, puis elle se trouve au-dessus du sol, donc si je la lâche, bien, elle va se mettre en mouvement. Donc, c'est dû à l'énergie potentielle qui était là au départ. Alors ça se calcule comme la masse en kilogrammes fois G, la valeur absolue 9,8, puis fois la hauteur Y par rapport à ce qu'on va définir comme étant le zéro. Fait qu'encore une fois, ça donne des joules si on calcule cette énergie-là. Puis, le dernier type d'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle élastique. Ça va être présent s'il y a un ressort ou un élastique dans un numéro, mais on parle plus souvent de ressort. Donc, c'est présent quand un ressort est comprimé ou étiré. L'énergie potentielle élastique, c'est EP, E accent aigu pour élastique. Puis, ça se calcule, l'équation ressemble un peu à celle de l'énergie cinétique parce qu'il y a un facteur 1/2. Ensuite, on multiplie par la constante de rappel du ressort. Puis, ensuite, on multiplie par le carré de notre allongement ou notre compression en mètres. Donc, juste pour vous rappeler là, les différentes équations qu'on a vues pour un ressort. On a commencé par voir la force d'un ressort. La force élastique, sa grandeur, c'est K fois delta X. Donc ça, c'est une équation qui n'a pas le au carré dedans. Après ça, on avait vu le travail fait par un ressort. Vu que c'est une force qui est variable, c'est pas la même formule que les autres forces qu'on utilise pour l'obtenir. Fait que le travail fait par un ressort, on a vu une version simplifiée, puis c'est la même formule que l'énergie potentielle élastique. C'est 1/2 K fois delta X au carré. Donc, toujours important d'avoir delta X en mètres là-dedans, puis K en newton par mètre.
On récapitule, on a 3 formes d'énergie qu'on peut utiliser dans le cadre du cours. Ce sont toutes des énergies de type mécanique. OK? Donc, première, c'est l'énergie cinétique qu'on a vue au début. Ensuite, l'énergie potentielle gravitationnelle, puis ensuite l'énergie potentielle élastique. Donc, quand on va faire l'analyse d'un problème par énergie, on va se poser la question, à un certain moment du mouvement, quelles sont les formes d'énergie qui sont présentes et qui sont non nulles. Pourquoi on va se servir de ça? C'est qu'on est capable de résoudre plusieurs problèmes à partir de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est la somme de toutes les formes d'énergie qui sont présentes à un moment donné pour notre objet. Donc, c'est la somme simplement, c'est énergie mécanique EM, c'est énergie cinétique, plus la ou les énergies potentielles, ça dépend s'il y en a une ou deux, dépendamment si on a un ressort, est-ce qu'il y a une hauteur. À noter que lorsque la hauteur ne varie pas dans un exercice, on ne tient pas compte de l'énergie potentielle gravitationnelle. Si ça reste à la même hauteur, on ne la calcule pas. Ce qui est important ici aussi, c'est que l'énergie mécanique est constante lorsqu'il n'y a pas de frottement cinétique. Au contraire, s'il y a un frottement cinétique, c'est que le frottement cinétique fait dissiper de la chaleur, il produit de la chaleur qui va se dégager dans l'environnement, fait que ça ferait perdre de l'énergie à un objet. Mais si on n'a pas de frottement cinétique à ce moment-là, ça veut dire que le total des énergies, ça c'est l'énergie mécanique, elle reste toujours à la même valeur. Fait qu'on peut avoir un objet qui va avoir au début plus d'énergie cinétique, moins d'énergie potentielle gravitationnelle, puis à la fin, c'est le contraire, tant que le total reste égal à une valeur constante. Donc, on va faire des exemples. Justement, on va parler d'un cas pour commencer avec l'énergie potentielle gravitationnelle. Ici, on dit on a un plongeur de 55 kg qui plonge à partir d'une hauteur de 10 mètres. Alors, quelle sera sa vitesse lors de son arrivée dans l'eau? Là, vous allez peut-être vous dire, on a déjà vu comment calculer ça avec les formules du MRUA. Et vous avez parfaitement raison. Cependant, on veut que vous exploriez la méthode par énergie dans la section qu'on fait en ce moment. Puis pourquoi qu'on vous montre la méthode par énergie, c'est qu'il y a des problèmes qui ne se résolvent pas par MRUA. Par exemple, lorsqu'il y a un ressort qui produit un mouvement, ça, c'est pas un mouvement qui est uniformément accéléré puisque la force du ressort est variable, ça fait une accélération variable. Donc, une démarche par MRUA ne fonctionnerait pas pour un ressort, mais ça fonctionnerait par énergie. On pourrait le résoudre par énergie. Donc, c'est pour ça qu'on vous présente cette méthode-là. Au début, vous allez trouver que c'est plus long que prendre une équation du MRUA, mais en s'habituant, vous allez voir que finalement, c'est pas si pire que ça. Mais là, je vais mettre beaucoup d'informations pour que vous me suiviez. Donc, ce qu'on peut dire ici, premièrement, c'est que on néglige toujours le frottement de l'air dans le cadre du cours, là, à moins qu'on nous indiquerait le contraire, mais je ne pense pas me rappeler de problème où c'est le cas. Donc, on peut dire que l'énergie mécanique est conservée. Ça veut dire que l'énergie mécanique au début, quand le plongeur est sur la roche, elle va être égale à l'énergie mécanique à la fin quand il atteint la surface de l'eau. Là, par défaut, on va dire la surface de l'eau, c'est la hauteur zéro. Donc, si on regarde cette équation-là, si on la décortique, bien sûr, aussi, on n'aura pas d'énergie potentielle élastique parce qu'il n'y a pas de ressort, mais on peut écrire que l'énergie mécanique, d'abord, ça va être l'énergie potentielle gravitationnelle initiale plus l'énergie cinétique initiale, puis à la fin, ça va être l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle gravitationnelle finale. Ils sont inversés, mais en tout cas, l'ordre n'est pas important. Là, il faut se questionner, est-ce qu'il y a des valeurs là-dedans qui sont zéro? On va y aller une par une, là, puis on va, parce qu'il y a toujours des énergies qui sont nulles à un moment ou à un autre. Si on commence par le calcul de l'énergie potentielle gravitationnelle initiale, bien, ça, c'est pas zéro, parce que on sait que l'énergie potentielle gravitationnelle se calcule en faisant la masse en kilogrammes fois 9,8 fois la hauteur initiale en mètres, mais la hauteur initiale n'est pas zéro. Donc, on fait le calcul ici. On prend la masse, 55 fois 9,8 fois 10, puis on obtient qu'au début, en énergie potentielle gravitationnelle, le plongeur a une énergie de 5390 joules. Si on regarde maintenant l'énergie cinétique initiale, ça, c'est zéro. Parce qu'au début, il va se laisser tomber là, de la roche. Ici, il y a un petit bond, là, parce que sinon, il serait écorché sur le bord, mais supposons qu'il se laisse tomber. OK? Fait qu'on va simplifier un peu la situation. Alors, ici, on va dire que la vitesse initiale est donc 0. Donc, ça veut dire que peu importe qu'est-ce qu'on multiplie devant, ça donne 0. Il n'y a pas d'énergie due à la vitesse au départ. Maintenant, on va à la prochaine énergie. Alors, c'est la dernière dans l'équation. Parce que l'énergie cinétique finale, ça va être notre inconnu parce qu'on cherche la vitesse finale. Donc, celle-là, on ne la connaît pas ici. Alors, on va passer à l'énergie potentielle gravitationnelle finale. On veut la calculer.
Ça va être la masse fois 9,8 fois la hauteur finale. Mais la hauteur finale, c'est rendu la hauteur de l'eau. Donc ça, c'est 0. Donc, il n'y a plus d'énergie potentielle gravitationnelle à la fin. Alors, je reviens à mon équation du début, puis je mets mes valeurs là-dedans. Tout ce que j'ai obtenu qui n'est pas 0, c'est le 5390 joules pour l'énergie potentielle gravitationnelle initiale. Puis là, j'isole, bon, il a encore changé de bord, là, j'isole l'énergie cinétique finale. Ça veut dire que c'est égal. Si je résume la situation, dans le fond, on a une énergie potentielle gravitationnelle de 5390 joules qui va entièrement devenir de l'énergie cinétique lorsque le plongeur va atteindre la surface de l'eau. Donc, si ça, c'est notre énergie cinétique à la fin, ça veut dire que ça va être égal à 1/2 fois la masse, 55 fois la vitesse finale au carré. Alors, il ne reste plus qu'à isoler. On va prendre le 5390, on va le multiplier par 2, puis diviser par 55, et ensuite prendre la racine carrée. Ça va nous donner la vitesse à laquelle le plongeur atteint la surface de l'eau, c'est 14 mètres par seconde. Bon, je veux quand même faire remarquer ici que le V que je viens d'encercler dans l'énergie cinétique, ce que ça représente, c'est la grandeur ou le module d'une vitesse. Donc, ça ne peut pas être négatif. Alors, ça veut dire que lorsque je prends la racine carrée de mon chiffre, pour obtenir la réponse, je n'ai pas à me poser la question dans les circonstances ici où on travaille avec l'énergie cinétique, est-ce que je prends la racine négative ou positive? Donc, c'est la positive pour la grandeur de la vitesse. Remarquez qu'ici, dans la question, on aurait dû dire quelle sera la grandeur de la vitesse lors de son arrivée dans l'eau. Sinon, on devrait dire quand même que cette vitesse-là est dirigée ou orientée vers le bas. Si vous êtes curieux, vous pourriez toujours vérifier ici avec une équation du MRUA. Là, ça s'applique parce qu'on est sous l'effet de l'accélération gravitationnelle qui est une accélération constante. Fait qu'on pourrait prendre une vitesse initiale de 0, un déplacement par en bas, donc delta Y de moins 10 mètres, puis l'accélération qui est de moins 9,8, puis calculer la vitesse finale et vous trouveriez normalement exactement la même valeur. Donc, c'est des méthodes qui sont un peu interchangeables. Là, pour clarifier, là, dans vos exercices pour le cours d'aujourd'hui, le prochain cours, vous allez devoir vous forcer à travailler par la méthode par énergie. En fait, c'est un principe, on appelle ça le principe de conservation de l'énergie. Pour l'exemple 2, on va avoir une masse de 250 grammes qui est suspendue à un ressort vertical. Au début, on laisse la masse se stabiliser. Donc, quand elle est immobile, le ressort, on constate qu'il est étiré de 8 cm par rapport à sa longueur naturelle et on demande pour commencer quelle est la constante de rappel du ressort. Alors, pour aller chercher cette constante-là, on va avoir à faire appel à la deuxième loi de Newton. Parce que la constante de rappel du ressort ici, on va pouvoir aller la chercher à partir d'une étude des forces. On a ici la force gravitationnelle qui agit vers le bas sur la masse, puis c'est équilibré par la force du ressort qui résiste par en haut. On peut commencer par calculer la force gravitationnelle. Sa grandeur, ça va être égal à la masse en kilogrammes. Donc là, j'ai pris le 250 grammes et je l'ai divisé par 1000. Et je fais fois 9,8. Là, j'obtiens que la force gravitationnelle a une grandeur de 2,45 newtons. Maintenant, si je regarde, je considère ici que j'étudie les forces en Y. La deuxième loi de Newton nous dit que la force totale en Y, ça va être la masse fois l'accélération. Mais pour l'instant, le ressort est immobile, la masse aussi. Donc, il n'y a pas d'accélération. C'est égal à 0. Donc là, je vais aller chercher ce sont deux forces qui sont en Y. Fait que je vais juste aller me questionner par rapport au signe de leur composante. Alors ici, parce que le Y est vers le haut, on voit que la force du ressort est dans le même sens. Ça va être une composante positive. Donc ici, j'écris force du ressort de façon positive. Puis j'ajoute à ça la composante de la force gravitationnelle. Ça, c'est négatif parce que c'est en sens contraire du Y. Donc on fait moins 2,45. Et ça donne 0 puisqu'il n'y a pas d'accélération. Donc on obtient que la force du ressort, c'est 2,45 newtons. Et à partir de là, on a une équation qui relie la force du ressort à la constante de rappel. On l'a vu au cours précédent. Donc, c'est la force du ressort qui est égale à la constante fois l'allongement ou la compression du ressort en valeur absolue. Donc, ça donne la grandeur de la force du ressort. Fait que maintenant, on sait que c'est 2,45, cette force-là. Puis, il faut aussi que l'étirement soit donné ici en mètres. Donc, j'ai pris mon 8 cm et je l'ai divisé par 100. OK? Puis là, j'obtiens que ma constante de rappel pour mon ressort, c'est 30,6 newtons par mètre. Ça, c'est une
vraiment une caractéristique de mon ressort. Donc, si je fais un autre calcul en B, ça va rester valide. Le ressort, un ressort, il y a toujours la même constante de rappel. C'est pas variable, cette valeur-là. Là. On peut continuer maintenant à l'utiliser dans les prochains calculs. On étire ensuite le ressort de 12 cm par rapport à sa longueur naturelle. Fait que là, on a baissé la masse, puis on la relâche à partir du repos. Ça veut dire la vitesse initiale, là, quand c'était étiré de 12, ça c'était par rapport à sa longueur naturelle. Aussi, on oublie le 8 de tantôt. Donc ça veut dire que ça part du repos à cet étirement-là. Maintenant, on va considérer que lorsque le ressort est étiré de 12 cm, la hauteur de la masse est nulle. Quand on travaille avec des énergies potentielles gravitationnelles, c'est pas important que le Y égale 0 soit fixé au sol, au vrai sol. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important dans nos calculs, c'est qu'on fixe un 0 quelque part, puis là, pendant tout notre calcul, les hauteurs Y sont prises par rapport au même 0 ou à la même origine. Okay? Donc ici, on nous dit, bien, au point le plus bas, c'est le 0. Donc, on sait que si on étire le ressort, là, comme ça, puis on le relâche, ça va monter. Fait qu'on demande c'est quoi la vitesse de la masse de 250 grammes quand le ressort est étiré de 7 cm. Donc, la masse va monter, elle va passer, le ressort va passer d'un étirement de 12 à 7. Ça, c'est un exemple où est-ce qu'on ne pourrait pas prendre une équation du MRUA parce que le ressort n'a pas une accélération constante. Donc, on y va par énergie. Alors, ici, on peut dire, tout comme tantôt, que l'énergie mécanique est conservée. Donc, parce qu'il n'y a pas de frottement cinétique. Donc, l'énergie mécanique initiale, ou le total des énergies, va être égal à l'énergie mécanique finale. Maintenant, comme j'ai un ressort, j'ai 3 formes d'énergie possibles. Donc, je les ai énumérées ici toutes. Mais si vous voyez tout de suite qu'il y en a une qui est 0, vous ne seriez pas obligé de l'écrire. Okay? Donc, j'ai une énergie potentielle élastique initiale, donc celle qu'il y a dans le ressort. Ensuite, plus énergie potentielle gravitationnelle initiale, plus l'énergie cinétique initiale. Puis là, j'ai égal à la même somme, mais avec les valeurs finales. Alors, un par un, on va aller voir qu'est-ce qu'on connaît. Donc, ben ici, premièrement, on connaît qu'il y a 2 énergies qui sont 0. Pourquoi? Parce que la hauteur initiale, on nous a dit, quand c'est tiré de 12 cm, la hauteur est 0. Ça veut dire que si je fais mg fois y égale à 0, je n'ai pas d'énergie potentielle au début. À la fin, par contre, ce ne sera pas 0 parce que ça va avoir monté. L'énergie cinétique aussi, au début, est 0 parce qu'on nous dit qu'on a lâché la masse à partir du repos, donc une vitesse nulle. Maintenant, l'énergie potentielle élastique initiale, elle, n'est pas nulle parce que si je fais 1/2 fois la constante de rappel fois l'étirement initial au carré, j'ai un étirement qui n'est pas nul. Donc, je fais 1/2 fois K. K, je l'ai calculé en A. C'était 30,6 Newton par mètre. Ensuite, je multiplie par l'étirement initial de 12 cm, mais je dois le mettre en mètres, puis je fais le carré de ça. Donc, j'obtiens une énergie potentielle élastique initiale de 0,22 joules. Ensuite, si je considère la fin du mouvement, là, je cherche la vitesse. Donc, mon inconnu, ça va être l'énergie cinétique à la fin. Là. Elle va contenir la vitesse que je cherche, mais les autres paramètres, je peux les calculer. L'énergie potentielle élastique finale, bien ça, c'est juste, c'est le calcul similaire à ce que je viens de faire, sauf avec un étirement final de 7 cm. Donc, le voici, le calcul, puis on obtient qu'à la fin, on a 0,075 joules. Puis, on passe à l'énergie potentielle gravitationnelle finale. Là, on a un calcul de masse fois 9,8 fois la hauteur finale. Attention ici à ne pas confondre la hauteur avec l'étirement du ressort. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui auraient pensé mettre ici la hauteur de 7, mais ce n'est pas tout à fait ça. Si je considère qu'au début, bon, disons la longueur naturelle du ressort, ce serait là. Oups. Puis là, au début, j'étais à un 12 cm comme ça d'étirement. Puis à la fin, je me trouve à 7 cm d'étirement. Bien là, ma hauteur 0 est en bas. Fait que c'est quoi la hauteur à la fin? Bien, ça va être 12 moins 7, 5 cm. OK? Donc, c'est pour ça ici que vous voyez le calcul avec le 5 cm. Donc, j'obtiens comme énergie potentielle gravitationnelle finale de 0,1225 joules. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour mettre dans mon équation. Je me rapporte à mon équation de départ.
J'insère ce que j'ai calculé. J'ai 0,22 joules égale 0,075 plus 0,1225 plus l'énergie cinétique finale que je ne connais pas. Donc là, je peux isoler l'énergie cinétique finale. Ça va me donner 0,0225 joules. Là, j'arrive presque à la vitesse. Donc, ça, c'est égal à 1/2 fois la masse en kilogrammes fois la vitesse finale au carré. Donc, je vais prendre mon énergie, je la multiplie par 2, je la divise par 0,25, je prends la racine carrée et j'obtiens que la vitesse de la masse est de 0,424 mètres par seconde. OK, fait que c'est un exemple qui est vraiment comme, disons, parmi les plus compliqués, là, parce qu'on a les 3 types d'énergie à jongler là, en même temps. Mais dans le fond, c'est une façon de travailler qui est très méthodique. Donc, on y va par position initiale, position finale, puis là, on y va morceau par morceau, énergie par énergie, on calcule. Puis après ça, on met tout ça dans l'équation, puis on isole. Fait que c'est une méthode qui est quand même assez répétitive, là, c'est-à-dire elle va revenir souvent. OK, donc ça fait le tour pour les exemples. Voici les tâches qui sont à compléter après que vous ayez visionné la vidéo. Donc, il y a des lectures, puis les numéros que vous voyez ici. Donc, c'est suivi par les réponses. Et la dernière page de réponse, c'est une question qui est facultative. Si vous voulez, vous pouvez la laisser tomber. Mais si vous voulez un petit défi, essayez-la. Donc, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Puis, on se revoit au prochain cours avec d'autres exemples sur l'énergie.